Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour, de la nuit même, j'ai envie de dire. Donald Trump, ça y est passé à l'acte. Il a signé les décrets qui augmentent de 25% les droits de douane sur l'acier, de 10% sur l'aluminium. Décret applicable dans 15 jours. Les réactions internationales sont sans surprise, j'ai envie de dire. Mais l'Europe a décidé, sur ce coup-là, d'essayer de montrer les muscles pour l'instant, plus avec des messages politiques, en attaquant des produits très symboliques, comme le bourbon, comme le beurre de cacahuète, et notamment les régions agricoles qui ont très massivement voté pour Donald Trump. Également, on évoquera ce logiciel qui sera obligatoire pour les entreprises afin d'évaluer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Et d'ici à 2022, tous les écarts qui ne sont pas justifiables, qui ne sont pas justifiés, en 2022 pour les plus de 50 salariés, il y aura un risque de sanction financière qui pourra aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Le jour Nota Sénar, la mission Nota Sénar, Nicole Nota, Jean-Dominique Sénar remet aujourd'hui son rapport pour savoir ce qu'on va faire de l'objet social de l'entreprise. Est-ce qu'on réécrit le code civil avec une dimension contraignante ou pas? On a déjà des éléments, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Il y a une cagnotte fiscale, c'est ce que nous dit le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, le député Joël Giraud. Une cagnotte fiscale, donc c'est le moment de faire un peu de redistribution. Et puis, il va y avoir un produit d'épargne nouveau pour tout le monde, universel. C'est ce qu'a annoncé hier la Fédération française de l'assurance. Jérôme Dédéian, bonjour. Bonjour Nicolas. Président d'ERES, conseil et gestion d'actifs indépendants pour la retraite, l'épargne salariale, l'actionnariat salarié, co-animateur du blog partageduprofit.com. Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, co-responsable de l'école de la France Insoumise. Vous m'expliquiez avant l'antenne que c'est là où on forme les militants au débat politique d'aujourd'hui. Et Bruno Vandré, bonjour. Bonjour Nicolas. Président de Be Brave, associé de la banque d'affaires Avolta Partners. Il a publié les 10 commandements de l'entrepreneur aux éditions du Rocher. Est-ce que la guerre commerciale est déclarée? Tiens, je commence avec vous, Thomas Guénolé. La guerre commerciale est déclarée, 25% sur l'acier, 10% sur l'aluminium. Celui qui n'a pas l'acier n'a pas de pays, avait tweeté Donald Trump. Moi, ce qui m'intéresse dans la controverse qui a monté en puissance ces derniers jours, c'est que j'entends beaucoup, le protectionnisme c'est mal. Le protectionnisme c'est mal en soi. Et je voudrais dire simplement que je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Le protectionnisme pour taxer la concurrence déloyale, c'est bien, c'est une bonne chose. Après tout, à partir du moment où il y a un gros problème de dumping social, de dumping fiscal, de dumping écologique, il faut taxer la concurrence déloyale à l'entrée. Ça paraît il y a une simplement concurrence déloyale sur l'acier? Non, je ne pense pas. Mais je vous dis que. Là, on est sur l'acier. Je vous réponds sur le fait que moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans les débats qu'on a depuis que Trump se lance une guerre commerciale, beaucoup de discussions commencent par un argument d'autorité. Le protectionnisme, c'est mal. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Quand il y a du dumping social qui nous vient de la Chine, où il y a par exemple les usines de Foxconn, qui, selon la recherche académique, sont des camps de travail. Comment vous pouvez être compétitif face à des camps de travail? Il faut être sérieux, 2 secondes. Ou le dumping agricole du Brésil par saccage écologique. Des choses comme ça, ça paraît être simplement du bon sens dans ces cas-là de taxer la concurrence déloyale. D'ailleurs, je voudrais rappeler... c'est pas sur ce terrain-là, Donald Trump. Et je voudrais... pas pour taxer la concurrence déloyale. Je vous ai dit dès le départ, je suis sur la question, le fameux, le protectionnisme. Vous avez décidé que c'était sur le protectionnisme, d'accord. Et je précise, les accords de l'OMC, contrairement à ce que j'entends souvent, les accords de l'OMC autorisent à taxer la concurrence déloyale à hauteur du dumping qui est subi. On pourrait même d'ailleurs le faire vers d'autres pays, puisque il y a des problèmes qui se posent, y compris de concurrence déloyale. Mais en l'occurrence, ça n'est pas sur le terrain de la concurrence déloyale qu'agit Donald Trump, mais sur le terrain de la sécurité nationale. Et là-dessus, qui, là, effectivement, permet de s'affranchir des sanctions OMC, mais il est difficile de justifier un risque de sécurité nationale aujourd'hui quand on parle de l'acier. C'est là-dessus que quand l'Union européenne dit, pour revenir au cas d'espèce, quand l'Union européenne dit voilà, il faut on va porter plainte, on va saisir l'OMC de ce problème. Effectivement, parler de problèmes de sécurité par rapport à l'acier dans le cas de Donald Trump, c'est difficilement plaidable. Il y a un cas dans l'histoire de l'OMC où il avait pu être validé en raison de la sécurité nationale, qu'il y ait des rétorsions économiques. C'est dans le cadre de l'embargo des États-Unis sur Cuba. Comment vous réagissez, Bruno Vandré, Jérôme Dédéian? C'est info de la nuit, là, on est vraiment sur des faits. Je mettrais les choses dans deux choses. D'abord, il y a 2 niveaux d'analyse. Il y a l'analyse du protectionnisme et l'analyse des inégalités dans la manière dont se font les échanges. Étant plutôt un partisan du libre-échange et ne croyant pas dans les autarcies économiques, moi, personnellement, le protectionnisme, c'est quelque chose qui, par nature, ne me plaît pas. Mais en revanche, il faut dire les choses comme elles sont. Qu'il s'agisse de la Chine ou des États-Unis, depuis toujours, ils ont su protéger, entre guillemets, leur business. Et depuis toujours, ils ont su mettre à certains moments des barrières ou des taxes quand ça les arrangeait. Et j'ai toujours trouvé, de mon point de vue, un peu stupide que l'Europe soit plus royaliste que le roi, en s'interdisant parfois de, elle aussi, protéger un petit peu son environnement économique. Donc on est tous les deux protectionnistes? Non, parce que là où je ne suis pas protectionniste, d'abord je pense que c'est au niveau de l'Europe que ça doit se faire et pas au niveau d'un pays, parce que sinon on ne pèse pas
par rapport aux grands enjeux. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pour moi qu'un moyen de se protéger contre des écarts excessifs. Ce n'est en aucun cas une philosophie à laquelle j'adhère, car je suis, encore une fois, adepte du libre-échange. Deuxième chose, juste, parce que je ne veux pas rester juste là-dessus, Jérôme aura sûrement son avis aussi, et donc ce que je voulais juste ajouter, c'est cette histoire d'acier. Oui. J'aimerais qu'on fasse un petit zoom arrière 2 secondes. En fait, Trump, personnage bizarre, difficile à défendre, un peu incompréhensible, parfois on dit qu'il est fou. Il y a une chose que je n'ai pas entendue et que j'ai envie de dire. Allez-y. C'est ma connaissance des Américains et de leur façon de négocier. Il faut savoir que les Américains, ils ont cette technique de négociation. Cette technique de négociation, c'est de tirer à la Kalachnikov le plus violemment possible pour amener les gens à la table de négociation et pour discuter. C'est pas les Allemands qui le font, les Européens ne le font pas, les Chinois ne le font pas, les Russes, à la limite les plus proches seraient parfois les Russes, d'accord, en termes de manière de faire, bizarrement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui s'est passé avec la Corée du Nord. Vous avez eu des échanges où on parlait carrément d'appuyer sur le bouton nucléaire, je vous le rappelle, c'était quoi, il y a 3 mois? Oui. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ils vont se rencontrer. Un sommet très inattendu. Ils vont se rencontrer. Sans doute après et donc, je pense que les Européens ont une difficulté à comprendre la mentalité américaine. Alors, oublions Trump, hein, qui lui, en plus, verbalise les choses et qui ne se donne aucune censure. Donc, ce qui lui permet d'exprimer la manière de faire. Mais à la fin, sur ce point-là, il n'est que représentatif d'une manière de faire américaine qui consiste à mettre la barre le plus haut possible. Et ça, je ne l'entends nulle part. Alors qu'en fait, c'est de la simple technique bien vieille de négo. J'ai bossé 25 ans avec les Américains pour leur vendre mes logiciels et je peux vous dire que c'est pas du tout Trump qui est spécifique sur le sujet. Voilà. C'est très possible. Alors après, juste un chiffre, parce qu'on dit, oui là, il vise les Chinois, le méchant chinois qui menace l'acier américain. Je rappelle que la Chine est le 11e exportateur d'acier, très loin derrière le Canada. Ce que je veux dire, c'est que ça va se finir à la table des négos. Voilà. Il y a de grandes chances. Et puis d'abord, les marchés vont peut-être aussi s'occuper de l'histoire avant qu'on ait le temps de négocier. Je crois même pas. Le dossier aura disparu avant même qu'on ait eu le temps de le recommenter ici. Agnès Benassi-Kéré, il y a 48 heures, ancienne présidente du Conseil d'analyse économique, disait ici même, il n'est pas du tout impossible que ce phénomène provoque une accélération des mouvements de taux aux États-Unis. On va voir ce que ça va donner. Jérôme Dédillon, pour refermer le sujet. Parce que on a un prisme français sur Donald Trump qui est très Trump-bashing, et qui dit il est fou, il n'a pas de limite, il raconte n'importe quoi, il est brutal, il est violent, etc. Mettons-nous... Non mais, fine, très bien, parfait, super. Sauf que c'est quand même le président des États-Unis, il a une administration, il a des conseillers, il est d'accord avec eux, il a son mode de management, mais on ne me fera pas croire un instant qu'il ne calcule pas l'essentiel de ce qu'il fait. Il est président des États-Unis, il a des gens pour l'aider. Alors, il a sa personnalité à lui, sa façon de communiquer, sa brutalité avec ses collaborateurs, peu importe. Ça, c'est sa personnalité. C'est quand même la première puissance économique du monde. Et donc, quand il prend une décision comme celle-là, il prend une décision qui est éminemment tactique, qui est purement politique, économique, de stratégie, sur le maintien de l'avantage américain mondial. Et en fait, il y a 2 endroits pour lesquels il prend cette décision. Premièrement, parce que ça sert ses intérêts de politique intérieure, parce que ça flatte son électorat, donc ça consolide sa base électorale, le soutien qu'il a par l'opinion américaine, d'une part, et notamment populaire, et deuxièmement, parce que en même temps que ça, ça lui permet de gérer sa négociation internationale avec ses contreparties. Il ne vous aura pas échappé qu'il a exonéré pour le moment l'Australie, qu'il a exonéré le Mexique, qu'il a exonéré le Canada, tous pays avec lesquels il est en discussion de nouveaux traités bilatéraux, et en fait, il veut tout simplement que chaque pays, indépendamment, en cassant les blocs de négociation, et notamment le bloc européen, on va voir ce qu'il fait avec l'Angleterre, parce que vous verrez qu'il va rouvrir des négociations aussi avec l'Angleterre, qui sera peut-être lui la planche de salut des Anglais pour le Brexit. Il va rouvrir des négociations pour essayer de tirer l'avantage américain en reprenant la main sur le dialogue avec chacune des contreparties commerciales des États-Unis. C'est aussi simple que ça, et ça dépasse largement le tweet vengeur ou le fait qu'il vire un de ses collaborateurs par tweet. Juste pour terminer, Thomas Guédonné, oui, 2 phrases. Ouais, allez-y. Il ne faut pas tomber dans le choix caricatural. C'est pas soit l'autarcie avec un protectionnisme intégral, soit la mondialisation la plus sauvage disponible. Il est tout à fait possible d'avoir une politique protectionniste qui reste à des taux qui ne deviennent pas prohibitifs pour le fonctionnement de l'économie. Je voudrais préciser ça. Et deuxième point, quand on dit protectionnisme égale automatiquement guerre économique, excusez-moi, mais le libre-échange est une forme de guerre économique. Je vous prends un exemple précis. En Afrique subsaharienne, à partir du moment où il y a des pressions dans les négociations internationales pour qu'ils ouvrent au maximum leur marché aux exportations agricoles des pays riches, qu'est-ce que ça fait? Ça défonce l'agriculture des pays d'Afrique concernés. Donc le libre-échange, c'est pas un truc gentil et bisounours, ça n'est pas vrai. Non, alors attendez. Parce que là-dessus, c'est un débat qui va être difficile à avoir. On va éviter de le faire sur 30 minutes. Non, mais j'ai voulu éviter justement d'y aller. Quand on parlait. C'est pour ça que je suis resté en surface. Parce que vous savez très bien, de par là d'où nous parlons, c'est que moi je fais partie des gens qui sont convaincus que le libre-échange, malgré les dérives que vous citez, et que je ne vais pas contester qu'il y a des dérives ou des effets pervers du libre-échange, je considère que le libre-échange a plutôt
permis à la faim dans le monde de régresser et à un niveau général d'enrichissement. Pardonnez-moi, c'est pas vrai. Il y a 700 millions de personnes qui souffrent de la faim actuellement, donc c'est pas un système qui marche. Non, mais voilà. Non, mais il y a effectivement des problèmes, mais il est vrai que... Non, mais laissez-moi finir. Je vous en prie. Juste une phrase. Je voulais simplement dire qu'on ne peut pas avoir ce débat, parce que justement, vous allez m'expliquer que le système dans lequel on vit est un système qui a appauvri l'humanité et qui la met dans une situation de faim dans le monde terrifiante, alors que moi, je fais partie des gens qui pensent que quand on regarde les courbes et ce qui s'est passé, les choses se sont améliorées dans le cadre du monde du libre-échange. Ce débat va prendre 5 heures, nous serons en désaccord, et c'est pas grave parce que c'est la vie, mais je pense pas qu'on ait le temps ici de le faire. Et je voulais quand même dire pourquoi j'ai voulu dire que je n'étais pas d'accord sur le concept du protectionnisme, bien que j'étais d'accord avec vous sur le cas précis de défendre à un moment un intérêt par rapport à nos territoires. Parce que c'est de la réelle politique. En 30 ans, le nombre de personnes qui vivent de mon côté, dans l'autre côté. Juste pour préciser, il y a quand même des éléments chiffrés. Il y a de la pauvreté. En 30 ans, le nombre de gens qui vivent sous 1,50 $ par jour a été divisé par 3. Sauf que le pouvoir d'achat réel, c'est ça qu'il faut mesurer, et non pas la valeur juste. Et voilà, Nicolas, vous lancez le débat. Non. Que j'ai voulu éviter parce que si Jérôme Deslions veut ajouter quelque chose, allez. Non, pas mieux. Ok, pas mieux. Bon, juste un truc, c'est qu'effectivement, c'est pas parce qu'on fait 25% sur l'acier, 10% sur l'aluminium qu'on est rentré dans une guerre économique totale. C'est une déclaration de guerre. Il n'y a pas de guerre économique au moment où l'on parle. C'est un choc d'incertitude. Il faut rappeler qu'on parle de 10 millions de tonnes d'acier sur 500 millions par an dans le monde. Donc pour l'instant, en termes purement quantitatifs, on est sur l'épaisseur du trait. Aujourd'hui, Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard vont remettre leur rapport tant attendu avant la loi Pacte, la grande loi où il y aura tant de choses, sur la redéfinition de l'objet social de l'entreprise. Toute la question était de savoir si on allait réécrire ou pas le Code civil. Oui, on va réécrire le Code civil. La deuxième question était, si on réécrit le Code civil, est-ce que l'on réécrit la définition de l'entreprise en y ajoutant des dimensions sociales et environnementales avec une dimension contraignante, donc attaquable devant les tribunaux, créant un aléa juridique potentiel. Et là, visiblement, on se dirige bel et bien vers une réécriture de l'article 1833, de l'article 1835, mais tout sera fait dans l'intérêt propre de l'entreprise dans la réécriture, et cet intérêt propre de l'entreprise ne pourra être évalué que par l'entreprise elle-même. Ce qui veut dire que, en théorie, juridiquement, on ne sera pas sur des contraintes qui sont opposables devant les tribunaux. Voilà, j'ai posé les termes du débat de ce qu'on va avoir a priori dans l'actu du jour. Réagissez. Alors, Jérôme Deslions, allez-y. Je suis éminemment partagé sur ce débat. Je suis éminemment partagé. D'accord. Je vais vous la faire courte. Je pense aujourd'hui qu'une entreprise qui décide sciemment de ne pas intégrer autre chose que la pure bottom line de son compte d'exploitation dans la façon dont elle organise ses opérations, son commerce, sa définition, son empreinte autour d'elle, est une entreprise qui ne survivra pas longtemps. Voilà, je le dis tout net. C'est-à-dire que nous avons un avantage compétitif de le faire. Tout le monde y passe, plus ou moins contraint et forcé parfois par son environnement, par les donneurs d'ordre, par etc. Le Code civil, en introduisant, quelle que soit la façon dont on peut nous dire ne permettra pas de donner lieu à prise juridique, etc. Moi, je crois que enfin, là où c'est flou, il y a un loup. Hein, c'est la seule chose que Martine Aubry a dit de convenable dans sa vie. Clair, et que fondamentalement, on nourrit des contentieux sans fin. Voilà. L'autre point qui me... Enfin, là, c'est assez clair quand même, Jérôme. L'autre point qui me soucie beaucoup, en fait, c'est... Moi, je fais toujours très attention à la distorsion de concurrence. Je suis absolument d'accord pour qu'il y ait des formes différentes d'exercice d'une activité de marché, de fourniture de biens et services. Hein, voilà. Je suis absolument d'accord. À condition que tout le monde soit traité au même niveau et que ça ne crée pas de distorsion de concurrence. Voilà. Et donc, et dans une économie particulièrement ouverte, il faut aussi faire attention. J'aurais tendance à dire que la meilleure protection de nos concitoyens dans la liberté des échanges, qui c'est notre conviction, élève le niveau de vie général, c'est la compétitivité de nos entreprises. Et donc je suis toujours extrêmement partagé sur tout ce qui peut créer un frein à la compétitivité de nos entreprises qui ne soit pas décidé par elles dans le cadre de leur analyse, de leur stratégie et de leurs avantages compétitifs. Voilà. Je voudrais rajouter quelque chose. Allez-y. Je voudrais rajouter quelque chose parce que ce que dit Jérôme, selon moi, il y a beaucoup de bon sens. Et effectivement, je trouve intéressant de redire, je vais d'ailleurs appuyer là-dessus avant de donner un commentaire, sur la notion de la vertu est compétitive. Moi, je trouve ça bien, en fait, d'une certaine façon. Je vais donner un exemple que je trouve qu'on ne donne pas suffisamment et qui me semble important. Ayant
moi-même, sur l'ensemble des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, où j'ai dirigé ou participé à la direction, partager l'actionnariat avec les salariés, dont j'en ai fait une espèce de modèle de développement, j'ai pu constater que la notion de partage dans l'entreprise crée de la productivité et de la motivation. Donc, je considère que les bons comportements, au sens où je les appelle, sont des comportements qui sont économiquement justes, c'est ce que tu dis, et qui améliorent la productivité. Mon souci donc pas de problème pour dire que l'entreprise doit bien se comporter sur un certain nombre de critères. Donc en accord avec le message. Parce que c'est juste plus efficace économiquement pour dire les choses aussi bêtement que possible. En revanche, là où j'ai un vrai souci, et c'est pour ça que justement je pense que le débat va être intéressant, c'est pour ça que je me permets de dire ça, c'est sur cette confusion permanente que je ressens particulièrement en France, entre morale et business, entre création de richesse, distribution de richesse, entre contraintes pour les grandes entreprises, contraintes pour les petites entreprises. Il y a quelque chose qui fait que finalement, en France, il y a quelque chose qui serait mal, qui serait le profit, d'accord ? Et que cette chose qui est mal, qui est le profit, serait forcément mal acquise, et que donc, le plus vite possible, on peut soit empêcher de le créer, soit obligé à le redistribuer d'une façon qui ne serait pas forcément optimale. Tout cela nous mène à une espèce de pensée qui amène finalement cette histoire d'objet social de l'entreprise. Alors que mon point de vue, il est très simple. Quand par exemple dans la loi on dit il y a un problème d'égalité homme-femme sur les salaires, évidemment que c'est un problème, et évidemment qu'il faut bosser sur le sujet. Enfin, on n'est pas fous quand même, on n'est pas les patrons ne sont pas forcément des gens qui ne pensent que la bottom line, comme tu le disais. En revanche, la notion même d'objet social, d'une façon générale et globale. Le premier objet social d'entreprise, et je termine, excusez-moi Nicolas, le premier objet social pour moi, c'est que si vous créez de l'emploi, que vous créez de la richesse, que vous payez des impôts, et que ça permet justement au pays de bien se porter, et que ça permet justement aux gens d'avoir des emplois, c'est le premier objet social. Et c'est celui-là qu'il faut favoriser avant d'essayer de mettre des ovnis qui sont sur des modes d'une époque par rapport à la bonne manière de faire. Et dernier point, juste une phrase, il y a Nicole Notat qui participe à ce rapport. Oui, absolument. Vous savez que Nicole Notat avait fait Vigéo, enfin, ancienne CFDT. Notation sociale des entreprises. Ouais, enfin, voilà, ça c'est l'exemple parfait du truc qui n'a pas donné grand-chose en réalité. Donc faut arrêter de faire du grand cinéma. La RSE, la responsabilité sociale des entreprises, pour les entreprises cotées à l'international, est devenu quelque chose de très 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 important en termes d'image. J'ai eu une entreprise cotée et je savais qu'à la fin de l'année, il y avait le consultant qui venait pour faire les 10 pages sur le RSE parce qu'on était obligé de les faire. Laissez tomber. En l'occurrence, on est quand même sur des annonces du jour. C'est du greenwashing. Il va y avoir la volonté de marquer les esprits. Quand c'est un journaliste économique qui anime les débats économiques, on ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est le gros problème. Il va y avoir aujourd'hui la volonté de marquer les esprits avec la réécriture du Code civil, mais véritablement, de manière non ambiguë, Jérôme Dédéan, la volonté d'éviter tout risque de contrainte, donc tout risque juridique. C'est très Alors marrant. allez-y, comment vous accueillez la solution définitive, ça semble être celle-là. C'est une énorme blague. Donc, qu'est-ce qui est une blague ? C'est cette histoire de, on met dans le Code civil un certain nombre de nouvelles responsabilités, mais c'est l'entreprise qui détermine son intérêt propre. Elle les a remplies ou pas en termes d'intérêt propre. Donc, il y a des stationnements illicites. Je suis avec ma bagnole, je me gare n'importe où et je décide, moi, si c'est un stationnement illicite. En l'occurrence, ça ne marche pas pour le stationnement. C'est grotesque. Bon. Voilà, vous voyez bien que c'est idiot. Et donc, ça me semble ne pas tenir. Sur la question de la compétitivité, moi, mon problème, c'est que je vois pas très bien, par exemple, comment le textile français peut être en concurrence loyale avec le textile du Bangladesh où il y a un problème d'esclavage moderne. Donc, à un moment donné, le raisonnement même du libre-échange, on doit être compétitif. Il faut savoir qu'à la fin, il n'y a plus de code du travail. Donc, il y a un souci. Donc, c'est pour ça qu'il me semble qu'un protectionnisme... Non, mais parce que ça a été abordé. Parce que ça a été abordé à l'instant. Non, je dénonce. Et donc, je dis j'ai pas du tout dit ça. Non, c'est sûr. Mais vous pouvez mettre dans ma bouche les mots que vous voulez, c'est pas ce que j'ai prononcé. Mais vous énervez pas. Ce que j'ai dit, c'est que vous disiez attention aux nouvelles responsabilités qui pourraient être une bonne chose, mais qui entraîneraient un problème de compétitivité. Je vous réponds qu'avec ce raisonnement, on termine avec le code du travail du Bangladesh. Vous parliez de maintenant, social. Je termine. Parce que c'est un vrai sujet. Et je termine sur le débat. L'économie sur la... Est-ce que l'économie doit être purement de la course au profit et basta illimité, ou est-ce qu'il doit y avoir une responsabilité sociale, écologique et quelque part morale des entreprises? Alors, il y a deux écoles là-dessus, parmi ceux qui sont pour. Il y a ceux qui sont en train de dire chaque entrepreneur décide ou pas de faire ce genre de choses dans les limites de ses objectifs de business. Et puis, il y a ceux qui, comme nous, pensent que ce sont des choses qui doivent être imposées et encadrées par la loi dans le sens de notre évolution vers une économie sociale et solidaire. Ce sont deux écoles, voilà. Mais il y a un mot que vous n'avez pas dit, je vais vous laisser parler, mais il y a un mot que vous avez parlé de chef d'entreprise qui décide. Vous avez oublié un mot, la contrainte. C'est-à-dire que vous n'intégrez pas cette chose. Si, je vous l'ai dit par là. Non, mais attendez. La contrainte de l'entreprise dans sa vie.
Vous n'intégrez pas le fait que si on enlève le CAC 40 ou ces entreprises qui ont tous leurs milliards à distribuer, éventuellement dans des redistributions, vous n'intégrez pas le fait que le tissu industriel est composé de jeunes et de petites entreprises qui, elles, mais je voulais justement, elles, en termes de contraintes, leur contrainte, c'est de survivre et de vivre. Oui, et c'est pour ça. Si, et c'est pour ça que je répète qu'il faut du protectionnisme. L'intégration de la contrainte de la concurrence déloyale. Attendez, vous êtes venu nous parler uniquement du protectionnisme? Non, mais il se trouve qu'on parle de compétitivité. En fait, donc moi, je voudrais reprendre un truc, je voudrais dénoncer un truc. Mais en un mot, parce qu'on doit marquer. Non, mais le coût du stationnement illicite, là, le coût du stationnement illicite, c'est complètement dialectique, ça n'a aucun sens. Quand un chef d'entreprise ou un corps social, qui est une entreprise, commet quelque chose qui est contraire à la loi, il est sanctionné. Si c'est illicite, il est sanctionné. Pour ça, il y a le pénal, il y a les amendes fiscales, il y a les redressements URSSAF, il y a tout ce qu'on veut. Voilà. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'objet social de l'entreprise. Et donc, le fait de modifier éventuellement l'objet social de l'entreprise... C'était pas sur ça ma comparaison, mais c'est pas grave. Si on parle de quelque chose d'illicite... Et voilà. Donc, si on est sur le terrain... C'est juste pas ce que j'ai dit. Bon, et par ailleurs, vous avez prononcé le mot. Mais moi, non, mais c'est bien. Les mots ont un sens. Non, mais les mots ont un sens. De toute façon, le désaccord, on peut le nommer, et puis voilà. Vous avez prononcé un mot, révolution vers l'économie sociale et solidaire. Bon, ben voilà, vous avez posé votre posture idéologique. Non, j'ai dit évolution. Non, mais attendez, on change les mots que j'emploie, il y a quand même n'est pas le monde économique dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde différent. Vous pouvez l'appeler de vos voeux. Voilà, je ne l'appelle pas. Soit on est d'accord avec vous, soit on est irréaliste. C'est intéressant comme ça du débat. En désaccord et nommer. Mais j'ai dit évolution, j'ai pas dit voilà. Vous avez dit révolution. Je n'ai pas. Écoutez, j'ai oublié de venir avec mon couteau entre les dents. Je suis absolument. On va faire un replay. On va marquer une pause dans un instant. Si vous avez encore un élément à ajouter sur l'objet social de l'entreprise, pourquoi pas. Mais on va rester justement sur l'objet social de l'entreprise, car il a été décidé qu'il fallait éradiquer en 2022 l'écart de salaire entre les hommes et les femmes qui ne se justifie pas. C'est-à-dire, évidemment, à poste égal, tout ça est un peu difficile à arbitrer dans tous les cas, mais le gouvernement a fait des annonces en ce sens pour en 2022 qu'on ne soit plus à 9% d'écart selon les chiffres de l'OCDE. D'ailleurs, on est un bon élève en Europe. Il y a beaucoup de pays qui sont bien au-delà de nous. Qu'on ne soit plus à 9%, mais à 0. À tout de suite. Nicolas Dose accueille les experts. Jérôme Dédéian, président d'ERES, Conseil gestion d'actifs indépendants pour la retraite, l'épargne salariale, l'actionnariat salarié, co-animateur du blog partageduprofit.com. Thomas Guénolé, politologue, co-responsable de l'école de la France Insoumise, et Bruno Van Rieb, président de Be Brave, associé de la banque d'affaires Avolta Partners, qui a publié les 10 commandements de l'entrepreneur aux éditions du Rocher. Il y avait un terme sur lequel vous vouliez, pour clore l'histoire de l'objet social, on en a beaucoup parlé, puis c'est l'actu du jour, c'est la notion d'économie sociale et solidaire, Bruno Van Rieb. Oui, alors juste un mot. Comment elle se positionne par rapport à la notion d'économie de marché pure? Parce que j'ai trouvé que dans notre première partie du débat, des choses n'ont pas été dites. Et je voudrais juste que sur ce point de vue, on le dise. Donc, Thomas, parce que je respecte tout à fait les opinions des uns et des autres, pense que l'économie sociale et solidaire, on en a un peu parlé hors antenne, est quelque chose qui préserve mieux l'emploi, d'accord, et que le profit, on est dans cette logique de penser que le profit est quelque chose qui finalement n'est pas forcément nécessaire. Vous direz vous-même ce que vous en pensez, d'accord? Ou n'est pas exactement ce que j'ai dit. Ouais. Moi, je viens d'un monde dans lequel je pense que la création de l'emploi, elle est créée par le fait que générer du profit pour pouvoir investir, pour pouvoir embaucher, pour pouvoir maintenir l'emploi, est la clé même de la réussite des entreprises, et donc de la création d'emplois, et donc du bien-être pour l'ensemble de la population, et du paiement des impôts réclamés par la collectivité. Et donc, j'aimerais quand même sur ce point que Thomas puisse répondre en disant qu'est-ce qu'il veut dire par l'évolution vers l'économie sociale et solidaire. Est-ce que toutes nos entreprises doivent être des entreprises sociales et solidaires? Moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Alors Thomas Guénolé, sur ce point-là, et puis ensuite on parle... D'abord, sur le fait que l'économie sociale et solidaire, ça obtient un taux de conservation des emplois qui est meilleur que celui de l'économie de marché habituelle. C'est même pas une opinion, c'est juste un constat. Quand vous regardez les chiffres, c'est ce qui se passe. Par contre, et il faut être clair envers les gens qui nous écoutent, par contre, ça a un taux de profit qui est plus bas. On est d'accord. Donc la profitabilité de l'économie sociale et solidaire, elle est plus basse, mais le taux de conservation et de création d'emplois est plus élevé. Et donc nous, effectivement, nous souhaitons une évolution vers davantage d'économie sociale et solidaire en proportion dans l'ensemble de l'économie française. Oui, mais Thomas, vous prenez pas en compte. Attendez, excusez-moi, juste. Et sur votre raisonnement, voilà, il faut qu'on puisse faire un maximum de profit. J'ai pas dit des profits délirants. Juste, attendez, laissez-moi finir. Il faut un maximum de profit pour pouvoir ensuite investir dans l'économie et créer des emplois. Mais pardon, mais c'est pas ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle? On a un gavage, je dis bien un gavage,
des actionnaires par rapport aux grandes entreprises françaises, où vous avez, et vous pouvez pas le contester, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, vous avez des grandes entreprises qui s'endettent pour payer le gavage des actionnaires à l'heure où je vous parle. Et est-ce que ça rémunère une prise de risque par rapport à une économie française particulièrement dangereuse? Non. Et est-ce que ça rémunère une évolution de la croissance française ou de la croissance mondiale qui correspondrait à ce plus que doublement de la captation par les actionnaires dans la décennie 2000? Non plus. Bon. Et donc on a un problème. Alors, je sens que c'est Jérôme, parce que c'est un spécialiste. Le profit est capté, mais il n'est pas réinvesti. Et il y a un problème. Je te laisse, Jérôme. Juste une chose. Il y a un vrai souci. Juste une chose, et en une phrase. Vous mettez, il y a le profit à gauche ou à droite d'ailleurs, suivant l'échiquier politique. Vous mettez le profit à un endroit et vous mettez l'entreprise et son fonctionnement. Et moi, je suis en train de vous dire tout simplement qu'il n'y a pas d'un côté le profit et de l'autre côté, je dis que c'est la même chose. C'est pas ce que je dis. Je parle de répartition entre l'un et l'autre. Le partage. Jérôme est un spécialiste. Le partage de profit, on va peut-être le laisser parler. Là où Thomas Guédolé est assez fort, c'est qu'il dit il y a des entreprises qui s'endettent pour verser du dividende à leurs actionnaires. Bah oui, c'est vrai. Il parle de gavage, qui est un mot assez violent. Et alors en fait ça existe dans les entreprises où l'État français est actionnaire, et car c'est un très mauvais actionnaire. Et donc il y a des entreprises publiques ou contrôlées en partie par l'Agence des participations de l'État, qui l'État exige du dividende, alors qu'elles sont intrinsèquement pas encore suffisamment réformées pour vraiment être opérationnellement profitables. Bon. Mais le dividende qui est le résultat de l'activité normale d'une entreprise, d'accord ? Enfin le profit, qui est le résultat d'une activité normale de l'entreprise. Il a, au fond, il est divisé en 4 quarts. D'accord ? Il y a un quart qui paye de l'impôt. Enfin, il y a une partie qui paye de l'impôt, aux 4 parties. Une partie qui paye l'impôt, qui finance nos infrastructures, notre collectivité, notre éducation, notre formation, etc. C'est légitime, c'est normal. Il y a une partie qui va dans le réinvestissement de l'entreprise pour assurer sa pérennité, sa croissance, son développement d'emploi, des nouvelles machines, des campagnes de com, des développements de nouvelles lignes, de l'innovation, etc. Et c'est ça qui nourrit l'élévation générale du train de vie de la planète, modulo les effets de bord toujours condamnables et correctibles. Et ensuite, il y a la partie qui va aux salariés. Donc ça, c'est les mécanismes d'association au capital, c'est la partie... Vous noterez qu'il ne précise pas la répartition. C'est l'intéressement, etc. Et ensuite, il y a la partie qui va aux actionnaires. Et qui sont les actionnaires des boîtes qui gagnent de l'argent ? Notamment, on prend le CAC 40, on a dit cette année 24% 21% de hausse par rapport à 2016. De profit en plus, etc. Qui sont les actionnaires du CAC 40 ? C'est qui c'est ? C'est nous, c'est vous, c'est moi. Bah, voyons. C'est-à-dire, ce sont les institutionnels avec notre épargne. C'est-à-dire que nous sommes propriétaires, nous sommes copropriétaires des grandes entreprises françaises. Et donc, quand ils gagnent de l'argent, c'est nous qui nous enrichissons. Voilà. Il y a 60% du capital des boîtes françaises, enfin des boîtes du CAC 40 qui est détenu effectivement par des résidents. Si j'ai bien suivi le raisonnement, le volume d'actions détenues par Bernard Arnault et celui que je détiens moi, c'est pareil. Vous omettez dans l'intégralité de votre raisonnement la répartition entre les différentes personnes qui ont de l'épargne. Et donc, quand vous présentez ça comme étant « c'est nous tous », excusez-moi, mais c'est certainement pas réparti de manière équitable. Et j'ajoute, la croissance mondiale a été, grosso modo, dans la décennie 2000, entre 2 et 5. La croissance française a été entre 0 et 2. Et pendant ce temps-là, quelle a été l'évolution de la captation par les actionnaires sur les entreprises en France ? Elle a quasiment triplé. Donc oui, je maintiens, nous sommes dans un problème de gavage. Entendez-moi bien, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a une déconnexion entre l'évolution de la captation et l'évolution de l'enrichissement de l'économie. Bravo Thomas, parce qu'on va donc ça va pas. Non, on va terminer là-dessus. Je sens que Nicolas en a marre là. Non, j'ai plein de trucs à vous raconter. Mais moi je vais vous la faire simple. Moi, ce qui va me gêner là-dedans, et on arrête là-dessus si vous le voulez bien, parce que je ne vais pas vous interpeller. Ce qui me gêne là-dedans, c'est que le CAC 40, c'est le CAC 40. Il y a combien d'entreprises en France, Nicolas ? Il y en a 3 millions. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, d'accord, c'est que j'enlève les 250 premières, parce que ça ne m'intéresse pas. Elles ont un impact économique, on peut en discuter. Elles sont de toute façon abondamment discutées et critiquées à longueur de temps sur les ondes de tous les médias. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle le profit, le fonctionnement, l'emploi, la survie, la course d'obstacles pour arriver au but des 3 millions d'entreprises dont il est question. Et pour celles-ci, tout ce qu'on vient de dire sur les profits, les actionnaires, les dividendes, c'est zéro. Ça n'existe pas. C'est une habitude pour les cardinaux de se cacher derrière les curés de campagne. Ça fait 30 ans que les salaires réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation, progressent en France. 30 ans. Point 1. C'est une particularité, notamment par rapport à l'Allemagne. Point 2, l'épargne des Français a progressé. Voilà. Et alors, on peut spécifier que 3 quarts de l'activité du CAC 40 se fait aujourd'hui hors de France. On a compris où est le désaccord, je pense. Plus de la moitié des salariés sont on a compris où est l'astuce. En fait, quand on parle assez détendu. Moi, mon métier, c'est de développer des systèmes de partage de la valeur et du profit. On va en dire un mot parce qu'il y a un nouveau produit d'épargne. Partout, mais pas pour tout le monde. Aujourd'hui, le CAC 40, quand on parle de l'économie française dans ses frontières, ce sont effectivement un peu des entreprises un peu ovni quand même. Elles sont principalement
mondialisée. En tout cas, aucune n'a succombé à la crise. Toutes se sont désendettées. Et donc, ce retour à meilleure fortune de l'année 2017 repose sur des fondamentaux solides. Ça mérite d'être souligné. Il y a un logiciel qui va démarrer là-dessus, peut-être Bruno Van Rieb. Il y a un écart de salaire homme-femme en France qui a été... Alors, il y a plein de chiffres, en fonction des portes d'entrée que vous prenez, des assiettes que vous observez, du niveau de hiérarchie. Bon. OK. Mais l'OCDE a fait une comparaison internationale. On est à 9%. L'Allemagne est à 15, les Britanniques à 17, les Suisses aussi à 13 à peu près, le Pays-Bas à 14. On est à 9, donc on n'est pas les plus mauvais élèves, mais il y a un problème qui est posé. On a eu en 10 ans plus de 4 lois et décrets et ça n'a pas réglé le problème. Donc il y aura un logiciel imposé à toutes les entreprises pour évaluer l'écart des salaires entre hommes et femmes. Et le gouvernement prévient qu'en 2022, les entreprises de plus de 50 salariés qui présentent encore des écarts non justifiés, bien là-dessus, eh bien, elles seront sanctionnées par des amendes qui pourront aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Les contrôles de l'inspection du travail seront quadruplés et les entreprises devront publier sur Internet la réalité des écarts qu'elles ont constatés dans leurs murs. Solution, pas solution. Les Suisses ont mis en place un logiciel, ils sont très mauvais élèves, par exemple. Oui, moi, là-dessus, je suis très partagé. Enfin, je vais dire les choses clairement. Si on parle en général de tout ce qui va être... Alors, je ne parle pas des femmes, les femmes ne sont pas une minorité, mais tout ce qu'en général, ce qu'on appelle aux États-Unis l'affirmative action, c'est-à-dire tout ce qui consiste à créer des distorsions, à corriger les distorsions de la société par des règles qui sont d'autres distorsions, j'ai toujours été entièrement contre, car j'ai toujours considéré que les effets de bord, comme dit Jérôme, et les effets pervers sont supérieurs aux gains. Bon, une fois qu'on a dit ça, je suis obligé de constater, parce que l'honnêteté intellectuelle m'oblige à constater que l'égalité salariale homme-femme n'a pas été faite. Non. Je suis obligé de constater que sur un certain nombre de sujets, y compris par exemple par rapport aux gens d'origine maghrébine ou aux blacks ou autres, il n'y a pas encore aujourd'hui le niveau d'égalité dans le traitement, je dis pas dans les salaires, je dis même dans la réception par les entreprises pour embaucher. Je considère qu'on continue à avoir un prurite qui, pour moi, n'est pas du racisme, mais qui est simplement un fonctionnement de la société que je trouve non optimal. Donc par rapport à ça, je considère que ne pas faire de l'acculturation avec le système dont il est question ici, qui permet aux gens même de s'en rendre compte par eux-mêmes de ce qu'ils font, n'est peut-être pas si bête que ça, même si par nature, normalement, je déteste ce genre de truc. Et je pense que la cause des femmes est une cause qui justifie parfaitement d'essayer de réfléchir à comment on peut améliorer les choses. Au passage, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà des logiciels pour évaluer ces écarts. Et juste pour dire, normalement, j'ai dit quelque chose, je suis contre tous ces trucs-là d'habitude. Ouais. Donc c'est pour dire à quel point je suis perturbé. Jérôme Déléant, logiciel obligatoire. Sur l'affirmative action, moi j'ai un point, c'est que ça s'est passé aux États-Unis pour permettre l'accès des femmes et des minorités raciales à l'université, et que ça a été nécessaire pendant une période limitée pour vraiment déclencher le mouvement. Et donc de ce point de vue-là, j'ai un point de vue un tout petit peu plus partagé que celui de Bruno, c'est-à-dire que je pense que dans certaines situations, pendant une durée limitée, le faire ponctuellement permet de lancer un peu la dynamique et de faire bouger la balance. Il y a le côté name and shame derrière, ou comply or explain. Après, moi je vais vous dire, je vais vous donner mon expérience d'entrepreneur. Voilà, comme ça je peux pas être plus carré, etc. Je suis membre d'une association de chefs d'entreprise, 8000 patrons et patronnes françaises de toute taille, qui s'appelle l'association Progrès du Management. Je suis membre de mon club, ça fonctionne en club, je suis membre de mon club, avec mes pairs, on discute, on voit des experts, on travaille ensemble, etc. Et puis je suis par ailleurs expert, ils appellent ça comme ça, c'est-à-dire que je me trimballe dans les clubs qui ne sont pas le mien pour parler rémunération associée sur la performance, actionnariat salarié, pour essayer de faire bouger les patrons sur ce truc-là, pour qu'ils se mettent les idées au carré, etc. Et ça fait plusieurs années que je leur explique qu'on se prend plus d'une loi par an sur l'égalité homme-femme au travail, plus d'une loi par an depuis 10 ans, avec des sanctions qui ne sont jamais appliquées, des contrôles qui ne sont pas là, etc. etc. Et je leur dis, faites attention, regardez quand même et tout. Et puis, au bout de 2-3 ans de ça, où j'allais leur porter la bonne parole avec toute ma bonne foi et tout ça, je me suis dit, dis donc, t'es comment toi T'es comment chez toi en tant qu'entrepreneur? Et j'ai pris la seule équipe dont j'ai encore la responsabilité opérationnelle. Chez RS. Voilà, il y a 6 personnes, 3 hommes, 3 femmes. J'avais des écarts d'âge, bien sûr, d'expérience, d'origine et tout. J'ai pas pris le variable, la performance, qui est la partie individuelle de la performance. Collectif, c'est collectif, la partie individuelle de la performance. J'ai juste regardé les fixes. Puis je me suis posé la question de savoir si je me sentais bien alors. Et ben je me sentais pas bien. C'était des écarts qui étaient justifiés ou non justifiés? Je me sentais pas bien. Je me sentais très bien à l'embauche. Je me sentais très bien à l'embauche quand ils étaient venus. Je leur avais fait faire, je leur avais fait une proposition qui leur avait convenu, moi qui m'allais. Parfois ils faisaient un bon, etc. Mais en fait, j'avais importé dans mon entreprise
des situations salariales discriminantes entre hommes et femmes qui venaient de l'environnement où ils étaient. Et donc, quand Machine venait chez moi et qu'elle était contente de la proposition de salaire que je lui faisais, en fait, je lui faisais du mieux-disant ou un truc qui lui allait par rapport à ce qu'elle avait. Et je ne m'étais jamais individuellement, en tant qu'entrepreneur, posé la question de savoir si j'étais carré, mais même dans l'équipe de 6 personnes que je dirigeais encore moi-même en direct dans ma propre boîte. Ouais. Et je portais la bonne parole à mes petits camarades. Ça s'appelle un salaud AUD au sens sartrien du terme, ça. Et quand vous réalisez ça, ce que vous faites, c'est que vous ne faites pas d'un coup parce que vous avez des problèmes de compte d'exploitation, de contraintes budgétaires, etc. Mais j'ai quand même compensé sur plusieurs années et j'ai réglé le problème. Voilà. Et donc c'est microéconomique que je vous dis. C'est des cas personnels et c'est microéconomique. Juste pour rebondir en une phrase, laissez parler Thomas. À titre personnel, dans les entreprises où je suis aujourd'hui, je sens que je n'ai pas ce problème du tout, mais du tout. Alors peut-être qu'il faut faire la statistique où je n'ai pas ce problème. Mais je reconnais que quand je dirigeais avant Quest avec 700 salariés dans le monde entier, je n'avais jamais fait cette analyse. Et ça, c'est intéressant. Et moi, ce que j'entends chez Jérôme, que je n'aurais jamais relevé, c'est qu'on parle toujours de contraintes, de lois et autres. De simplement être confronté à l'information des fois, voilà. Parce qu'on n'est pas des salauds. Hein. Du coup, ce logiciel, s'il est bien fait, peut nous rendre moins bêtes. S'il permet à un patron de PME de se poser la question, je dis les choses simplement, et d'un peu objectiver le truc. Voilà. Après, je suis un dirigeant, donc on va me donner un logiciel d'État. Non. Logiciel libre, vous prenez celui que vous voulez. Logiciel libre. Ouais, je prends celui que vous voulez. Vous l'intégrez à votre logiciel de paie. Parce qu'il va y avoir des business. Mais c'est formidable. Et donc, Matignon n'a fabriqué un logiciel. Il y en a un qui va être commercial. Matignon n'a pas sorti un logiciel de son chapeau en disant vous devez l'acheter obligatoirement. Mais je vous préviens. Mais je vais vous dire, moi je suis patron, je prendrai le résultat du logiciel avec joie, d'accord. Et puis j'exercerai mon jugement. On a dit beaucoup de choses déjà. Moi la question, Thomas, vous réagissez sur ce que vous voulez, mais des lois, des décrets, on en a eu plein. Est-ce que là, évidemment, on a une déclaration d'intention hyper forte. On va éradiquer. Toujours pas. Écart salarial. Toujours pas. Toujours pas quoi? Toujours pas. C'est-à-dire que avec ces annonces du gouvernement, et vous l'évoquiez tout à l'heure, et donc je reprends votre argument parce que je suis d'accord avec vous là-dessus. D'un point de vue opérationnel, les annonces principales du gouvernement, c'est de la poudre de perlimpinpin. Pourquoi? Parce que les inspecteurs du travail chargés du contrôle dans les entreprises, il y en a 2300 pour toute la France. Alors ils disent qu'ils vont augmenter un peu le nombre. Les contrôles à 7000 au lieu de 1700. J'entends bien, mais oui, d'accord. Mais à partir du moment où on parle des effectifs d'inspecteurs du travail qui sont déjà largement insuffisants pour faire les contrôles qui sont prévus, ça veut dire que le fait de vérifier qu'effectivement les mesures sont appliquées, ça va pas se faire concrètement. Bon, il y a le système du name and shame tout de même, qui là ne suppose pas l'inspection du travail. J'entends bien, mais vu le nombre d'entreprises qui existent, le name and shame, il va peut-être marcher sans doute pour des boîtes qui sont exposées médiatiquement et qui ont une crainte pour leur image, etc. Mais pour les très nombreuses entreprises qui existent par ailleurs, c'est pas un dispositif qui est adapté. Si on misait sur le fait, Thomas, que le chef d'entreprise qui tout d'un coup va en prendre conscience va changer lui-même les choses sans avoir besoin de exactement ça, Nicolas. Mais justement, c'est exactement c'est ça. Le débat. C'est le débat incitation et contrainte. Non, c'est le débat entre la charité et la loi. Non. Excusez-moi, mais c'est là où politiquement on est très loin. Excusez-moi, mais quand quelqu'un qui est en position de pouvoir fait spontanément quelque chose de solidaire sans avoir été contraint par la loi, ça s'appelle de la charité. Et donc, il faut appeler les choses d'où et ça donne le mot. Mais bien sûr que oui. Ça s'appelle non. Quand les vertus théologales, on va voir là-dedans. Quand quelqu'un fait ça sans avoir été contraint, c'est ça. Et donc la question c'est: est-ce que vous comptez sur l'intégralité ou même la majorité des dirigeants d'entreprise pour évoluer spontanément là-dedans sans contrainte? C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Je dis pas que vous le dites. Je trouve que pour la première fois depuis le début du débat, nous touchons le cœur de désaccords qui peuvent être aussi pas seulement économiques, mais politiques. C'est-à-dire que je fais partie des gens. D'abord, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit sur le fait que chef d'entreprise qui se comporte correctement fait de la charité, parce que pour moi c'est tellement énorme que je peux même pas répondre. Par contre, ce que je peux dire, qui me semble très important, c'est que non, je dis que compter sur le. Excusez-moi. Mais vous l'avez dit, on dénonce le procédé. Non, laissez-moi finir. C'est pas ce que je dis. Je dis que compter sur les chefs d'entreprise pour faire les réformes par eux-mêmes, c'est compter sur la charité. S'il vous plaît, Thomas, allez, on ne parle pas de la charité, ni de l'espérance, ni de la foi. Tout ce que je lis de France Insoumise, et c'est pas vous, c'est ce que je lis, c'est que je fais partie des gens qui croient dans l'incitation positive, qui pense que lorsqu'on met des bonnes raisons, je ne crois pas dans les vertus de l'être humain. Moi, je crois dans le fait qu'il faut inciter les gens à aller dans les directions qui sont les bonnes, comme on vient d'en discuter par rapport au salaire femmes et autres. Et la contrainte est pour moi quelque chose qui est toujours le dernier ressort, le plus inefficace et qui est contourné en permanence. Contrainte et prohibition, je ne crois pas. Or, qu'est-ce que j'entends dans tous les messages, je dirais, économique France Insoumise, et je n'ai pas parlé de vous, c'est pour ça que je vous interpelle là-dessus, on ne parle toujours que de mettre plus de contraintes, plus d'inspecteurs, plus de contrôles, plus... Et vous savez quoi? Ça marche pas.
J'y crois absolument pas à ça. C'est une forme, et c'est pas ce que vous dites, mais ce que je dis. On sait que si on allait jusqu'au bout de l'économie administrée, on sait ce que ça donne et ça ne fonctionne pas. Oh non, je on ne pense fait à pas le coup des goulags, c'est fatigant. On n'a pas parlé des goulags, économie administrée. On sait où ça mène, l'économie planifiée. D'abord, on parle pas d'économie planifiée. Administrée, j'ai dit administrée, et j'ai pas parlé de goulag. On voit bien ce qu'on entend, excusez-moi. Mais non, moi je dis ce que je pense et je pense ce que je dis, désolé, il n'y a pas de piège. Quant aux questions de contraintes, on parle simplement de mettre toutes les entreprises à égalité en mettant une loi qui s'applique à toutes les entreprises. C'est simplement un instrument d'accroissement, effectivement, de la prise en compte d'une responsabilité sociale, écologique, etc. Mais pour que les entreprises restent à égalité, il faut que ça s'impose à toutes par la loi. Et donc, à partir du moment où on est pour la concurrence loyale et équitable, on doit être, me semble-t-il, y compris les chefs d'entreprise, être pour que ces règles s'imposent à tout le monde par la loi. C'est tout ce qu'on dit. Les lois pour que tout le monde soit à égalité, ça marche pas dans tous les domaines. Mais non, les entreprises sont pas égales. On a fait un t-shirt à taille unique à 35 heures sur le temps de travail, ça n'a pas été la meilleure solution. Le gars qui a 3 salariés. Le t-shirt, c'est pareil. Le gars qui a 3 salariés pour démarrer, qui a un mal fou à finir ses fins de mois, la boîte qui est en train de passer de 50 à 60 salariés, celle qui en a 3000. Mais c'est impossible. One size doesn't fit all. Alors, j'ai la réaction de Laurent. Je vous écoute, je suis convaincu que l'actionnariat salarié sera demain aussi incontournable que le management bienveillant. Merci. Il n'a pas utilisé les mots de théologie. J'aimerais avoir votre avis parce que c'est tout nouveau et on ne sait pas véritablement de quoi il s'agit, Jérôme Dédéian, mais la Fédération française de l'assurance nous dit voici un nouveau produit d'épargne universel pour tout le monde. Ouais. On nous dit c'est fantastique, ça va être protecteur, ça va être juste, ça va être simple, c'est pour l'épargne, ça va vous apporter un revenu garanti à vie versé sous forme de rente parce que c'est pour la retraite. Ça a l'air, vous savez, là, on avait eu cette exigence de la députée Amélie de Montchalin que les acteurs de la finance lui soumettent le 22 janvier des révolutions en matière de produits pour flécher l'épargne des Français vers l'économie. En matière de fléchage de l'épargne des Français vers l'économie. Et là, il y a un peu cette tonalité dans les annonces de la Fédération d'assurance. Oui, bien sûr, et tous les acteurs de l'épargne au sens large. De quoi s'agit-il ? Alors, tous les acteurs de l'épargne au sens large, la Fédération française de l'assurance, comme la Fédération bancaire française, l'Association française de la gestion, ils vont de leurs propositions, l'Association française des investisseurs en capital, enfin France Invest, ils vont de leurs propositions pour proposer des produits qui permettent de mieux financer l'économie productive, etc. Et donc on est là dans l'exercice d'une fédération représentant les assureurs qui avance ces solutions. Alors, je voudrais remonter un tout petit peu. On parle de retraite par capitalisation, c'est ça dont on parle. D'accord ? En France, l'épargne retraite par capitalisation des Français, au sens les produits d'épargne retraite pure, la retraite Madelin des indépendants, le PERP, pour l'épargne retraite populaire, la retraite à cotisation définie, le PERCO de l'épargne salariale, tout ça, plus la part que les Français affectent dans leur assurance vie, dans leur livret A, dans leur PEA, etc., à la retraite, tel qu'ils le déclarent aux enquêtes de patrimoine de l'INSEE, ça représente fin 2016 794 milliards d'euros. 794 sur l'intégralité des 3 000 milliards d'épargne financière. 3 000 d'épargne. Ça fait 35% du produit intérieur brut. Avec les mêmes normes, on prend toute l'épargne et on prend les produits d'épargne retraite pure et puis on décote des déclarations des épargnants sur à quoi affecte-tu tel produit quand c'est pas des produits d'épargne retraite pure. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est pas 35% du PIB comme en France, c'est 86%. Ah oui. D'accord. Donc nous avons, comme ça pris analytiquement, un déficit de retraite par capitalisation. Alors ça s'explique très bien. Ça s'appelle les retraites par répartition. Pourquoi c'est le cas en France ? D'abord parce que le niveau des pensions publiques par répartition est très élevé. D'accord ? Il est beaucoup plus élevé que dans les pays de l'OCDE. Deuxièmement, parce qu'il y a une préférence française historique pour le livret défiscalisé, livret A, et pour l'assurance vie individuelle qui a emporté l'épargne des ménages français avec ses qualités et ses défauts ces dernières années. Et ce sujet vient de ressurgir, d'abord parce qu'on a une perspective de nouvelle réforme des retraites peut-être un peu plus systémique, c'est ce qu'ils ont dit, que paramétrique. Mi-2019. Et on sait très bien, repoussé. Et on sait très bien que le socle de nos répartitions sera sauvé, mais qu'on a quand même une capacité contributive des citoyens et des entreprises qui est limitée. On est presque à un point aujourd'hui. On a un taux d'emploi et un taux migratoire qui est insuffisant pour vraiment en assurer l'équilibre. Et donc cette réforme ne se fera pas dans le sens d'une augmentation des pensions. Je pense que c'est raisonnable de le dire. Même le Conseil d'orientation est devenu paritaire, est devenu raisonnable là-dessus. Et donc ça veut dire qu'il va falloir commencer, et on aurait dû commencer avant, à doper un peu l'épargne par retraite par capitalisation des Français. Et ce sujet a été ouvert dans le cadre des travaux préliminaires de la loi Pacte, mais ce ne sera pas dans Pacte, puisqu'on a appris hier que ce serait plutôt un véhicule de type ordonnance. Ça fait 30 ans qu'on parle de ça. Si, ça fait 30 ans qu'on en parle, bien sûr. Et voilà. Alors, moi, ensuite... Donc c'est pas Pacte. Enfin, donc c'est pas Pacte. Très bien pour qu'on ait des super produits retraite, d'épargne,
Mais je vais juste vous donner, et très bien, s'il y en a des assurantiels, très bien, je le dis d'autant plus volontiers que je suis le patron de la commission épargne de la représentation du courtage d'assurance, la CSCA. C'est mon métier patronal. Bon. Mais je vais vous dire exactement où ça marche, la retraite par capi, dans quel pays ça marche. Ça marche quand il y a concurrence de solutions assurantielles avec des garanties, sorties en rente viagère, etc., et de solutions bancaires avec beaucoup de souplesse, où je peux sortir en capital, sortir en retrait partiel programmé, rente financière, etc. Ça marche quand c'est comme ça, concurrence de solutions. Quand on va... Rente ou voilà, capital, les deux. En gros. Voilà. Beaucoup de souplesse pour l'épargnant, sinon on perd les jeunes, on perd les plus modestes. On perd les jeunes, oui, ça. Voilà. Deuxièmement, ça marche quand il y a un level playing field fiscal. Donc passez-moi l'anglicisme, c'est qu'en fait on met tout le monde au même niveau fiscal pour que la décision, la fiscalité c'est toujours la loi. Non mais on met tout le monde. Entendez bien ce qui vient d'être dit. On met les entreprises à égalité par la loi. Non, la fiscalité. Et là on vient de le faire. La loi. C'est bien ce que je dis. Thomas, c'est la loi qui détermine la fiscalité. On fait en sorte que là. Et c'est la loi qui détermine le fait que les entreprises soient à égalité dans la concurrence. Mais il y a des notions d'égalité bonnes dans certains domaines et puis perverses dans d'autres. Ah d'accord. Dans le travail, c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Les Allemands font de la super flexibilité avec leurs 28 heures à la carte, par exemple. Explosion des travailleurs pauvres. Voilà. Pas forcément, parce que c'est du volontariat. On fait en sorte que ça marche dans les pays. Quand on fait en sorte que la décision de l'entreprise, ça marche quand on dit, on fait en sorte que donc concurrence de solutions bancaires et assurantielles. On fait en sorte que la décision de l'entreprise ou de l'épargnant individuel, quand c'est un produit individuel, ne soit pas drivée par une différentiel fiscal entre les solutions, mais plutôt par un différentiel d'offres, libre concurrence de chacun avec ses atouts, ses inconvénients, et que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Ça marche quand on fait une option d'affiliation par défaut, avec possibilité de sortir. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont enrôlés dans le système, ils peuvent sortir, c'est leur liberté, mais on voit bien que c'est beaucoup plus simple qu'un système d'adhésion volontaire. Et dans tous les pays... Enrôlé par défaut, ça veut dire que vous êtes affilié par défaut au système, d'accord ? Mais si vous voulez en sortir, vous pouvez. Et donc, du coup, le taux de couverture... c'est ce qui s'est passé en Angleterre, c'est ce qui se passe avec le 401K américain. Vous êtes affilié par défaut dans votre entreprise, vous pouvez décider de sortir, c'est votre responsabilité individuelle de le faire, mais c'est beaucoup plus simple que de dire est-ce que tu veux rentrer dedans ou pas. On voit bien qu'en termes de niveau de couverture des gens par un produit d'épargne retraite, notamment en entreprise, ça va beaucoup mieux. Bon. Et puis ça marche quand il y a des options d'investissement par défaut, parce que tout le monde n'est pas un spécialiste de l'épargne, et que donc on a tendance à se retrouver dans le produit sécurisé qui rapporte plus rien parce que les taux courts sont bas, et donc il faut qu'il y ait des options. C'est ce qu'on a fait dans le PERCO avec la loi Macron. On a mis un système de gestion pilotée retraite, plus de risques au début, on désensibilise progressivement, etc. Du coup, c'est bien parce que ça permet en plus de flécher cette épargne vers le financement de l'économie, ce qui est un des objectifs. Ça en fait des cases. C'est l'intérêt de l'épargnant. Oui, bien sûr. Oui, mais certaines on les coche déjà. Tout ça, c'est du bon sens. Et donc, et je termine, il y a un dernier point qui est très important, c'est la protection de l'épargnant. Alors ça, j'y tiens absolument. Garantie à vie. Voilà. Et donc on dit, non, attention, je parle de gouvernance. Et donc, en tant qu'en gros, il y a les solutions bancaires, c'est l'épargne salariale, et notamment le PERCO, et puis il y a les assureurs avec leurs solutions assurantielles. Très bien. Que tout le monde concourt en libre concurrence dans un terrain d'égalité de concurrence, de conditions de concurrence, c'est parfait, je suis pour. Ça développera le marché. Il y a juste d'un côté une gouvernance qui est remarquablement organisée, de l'autre côté une cuisine qui n'est pas toujours bien faite. Sauf à un endroit qui s'appelle le PERP, le plan d'épargne retraite populaire, où il y a une association différente de l'assureur qui je vous ferai les retraites en 30 secondes. Moi. Et donc, tout ça fonctionne très bien. Tout ça fonctionne très bien si on applique les règles de protection des épargnants de façon homogène. Voilà. Bon, c'est bon. Non, mais là, on a eu la photographie Wikipédia du produit. En tout cas, c'est tout nouveau. Alors, il faut réagir vite. Je suis désolé, Thomas. Là, on a fini l'émission. En 30 secondes, j'ai un problème avec l'évolution de l'épargne retraite, c'est qu'on subventionne avec les impôts de tous, à l'heure actuelle, des produits d'épargne retraite qui sont disponibles que pour ceux qui peuvent se les payer. Et donc, c'est de la redistribution des richesses à l'envers. Premier point. Et deuxième point, l'argument sur la réforme des retraites qu'on entend beaucoup, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. L'âge réel de départ à la retraite, en réalité, c'est 58 ans. Et donc, quand on vous dit on baisse l'âge légal de départ à la retraite et l'âge sans décote, on est juste en train de baisser les retraites. On n'est pas en train de faire travailler les gens plus longtemps, ça n'est pas vrai. J'ai fini. L'âge effectif, pas mal. C'est un professionnel des médias. Il a regardé la pendule, il restait 5 secondes. J'ai démarré à moins 30, donc... Oui. L'âge effectif, c'est 61 ans et demi, je crois. Non, c'est 58 ans et demi. J'avais 61 ans et demi en tête. Bon, écoutez, on va attendre de voir si on coche les cases, Jérôme Deléant. Elles sont nombreuses. C'était Jérôme Deléant, Thomas Guénolé, Bruno Vandry. On se retrouve lundi, 9h.